il y avait une géographie de la géographie. Autrement dit, il y avait des géographies qui se pratiquaient davantage dans certains pays. On appelle ça des géographies nationales. Mais vous savez, avec la mondialisation, la géographie d'ici est pareille comme celle en Chine. Il n'y a plus de différence. Les communications, la science est universelle. Les problèmes que moi je vis avec la géographie ici, ils existent ailleurs. Mais les idées que j'ai véhiculées à soir, ça ne veut pas dire que c'est totalement les miennes. Non? Vous voyez, c'est partout pareil. Donc, il n'y a plus de géographie de la géographie. Il y a des spécialités, par contre. Par exemple, ça, c'est une question qu'on m'avait posée à un moment donné. On m'avait demandé quelle est la spécialité, comment ça distingue la géographie au Québec des autres géographies nationales. Tu sais, c'est toujours la même démarche scientifique, tout ça. Je dirais qu'au Québec, par exemple, la toponymie, l'étude des noms de lieux, ce sont des géographes qui se sont intéressés à ça. La commission de toponymie a été créée en 1912 par un géographe, il était notaire de formation, mais il faisait de la géographie. Il a créé la commission de toponymie parce qu'il y avait 15 rivières noires, 18 lacs verts, tout ça. Puis là, il y avait bien des noms amérindiens pour les mêmes chutes, vous voyez. Il fallait mettre un peu d'ordre, ouais. D'ordre là-dedans. Ils ont créé la commission de toponymie. Les géographes ont quand même voir là-dessus. Ça, c'est une spécialité québécoise, je dirais, qui se démarque dans le monde. Il fallait savoir que le Québec est encore à nommer, à décrire. Fait qu'on a développé une spécialité de là-dedans. Donc ça, ça répond peut-être un peu à ta question. On n'a jamais été, depuis que je pratique, moi, on n'a jamais été en recul au Québec par rapport aux autres pays sur le plan de la géographie. C'est sûr qu'il y a des idées qui sont venues ici. L'analyse spatiale, ça vient des États-Unis principalement. Si vous me permettez une petite remarque. C'est pas dans l'actualité dernièrement, mais je pense qu'il y a quelques semaines de ça, pas plus, il y a quelqu'un qui a découvert une rivière au Québec. Oui. Rivière du Terrain? Non, une rivière de surface. C'est un genre d'explorateur, je pense, en Abitibi, je ne sais pas trop où. Ça veut dire que le territoire n'est pas complètement dessiné encore. Non, le territoire n'est jamais totalement connu, c'est impossible. De toute façon, le territoire, comme je vous disais, il change constamment avec les activités humaines. Fait qu'on ne peut plus. Si on fait une étude dans quelque part, il faut regarder. C'est complètement nouveau. On va rester en Abitibi, mais là, si on retourne, on va découvrir de nouvelles choses. Tout évolue dans le territoire. Toutes les activités humaines qui se produisent, les mines, l'urbanisation, les fermetures de villages, tout change. Tous nos villages changent. Fait que disparaissent parfois. Donc, c'est toujours à l'affaire, la géographie. Ben, c'est intéressant d'un certain côté parce que ça nous donne du travail, et tout est à l'affaire. Et en plus, on améliore nos méthodes d'analyse, nos visions des choses. Donc, on découvre toutes les choses. Tout le temps. Nicole. Qu'est-ce qu'un géographe pourrait faire s'il travaillait, mettons, à l'aménagement du territoire au gouvernement, puis qu'on lui demande d'améliorer les conditions d'emploi en Gaspésie? Bonne question. Je ne pense pas que ce soit une question de géographe, là, mais... Il y a plus de mots à dire. Ben, je me suis dit, si je n'ai pas compris, ils vont me dire, ça n'a pas rapport. C'est ça, c'est pour m'aider à comprendre. Est-ce qu'un géographe serait utile dans un cas comme ça, de un, puis sinon, ben... C'est sûr qu'il y a des géographes qui travaillent dans ce domaine-là. C'est sûr. Mais disons, si j'étais au CLD, par exemple, qui est un organisme de développement local, je travaille à Gaspésie. C'est sûr, j'essaierais de voir dans quelle mesure on peut modifier, trouver des lieux d'emploi. D'abord, je fouillerais sûrement au niveau des ressources naturelles. Je regarderais ce qui se passe. Qu'est-ce qui a été exploité dans le passé et qui a été abandonné. Je regarderais s'il n'y a pas moyen de faire des regroupements de villages pour regrouper certains services qui pourraient les maintenir en place. Vous voyez, juste le fait de maintenir un territoire, c'est déjà créer des emplois. C'est les maintenir. Vous voyez, mais ça, c'est pas une tâche spécifique aux géographes. Toutes les sciences sociales doivent participer à ça. Puis de toute façon, même si moi je disais aux dirigeants, écoute, vous devez aller dans ce sens-là, moi je suis seulement un consultant, un conseiller. Il va prendre la décision qu'il veut. Là. Et c'est ça qui est le problème de la géographie et des sciences
sociale en général, les gens peuvent avoir des bonnes idées. Mais ça, les hommes politiques, c'est un autre paramètre. Les hommes politiques sont élus parce qu'ils étaient appréciés de la population. Ça. Les gens vont élire peut-être, je sais pas, un beau gars ou une belle fille, mais ça c'est exagéré, je le sais. Mais on va élire quelqu'un qui nous ressemble. Puis lui, peut-être qu'il n'est pas préparé à aborder ces problèmes-là. Donc, si les conseillers lui disent d'aller dans telle direction, ils ne suivent pas nécessairement. Le gros problème, absolument, c'est des problèmes d'éthique. Le géographe peut dire telle affaire, puis le conseiller, là, veut dire l'homme politique ne veut pas. Puis il veut imposer sa décision. Là, le géographe peut dire, ben là, je dois quitter, peut-être, je suis plus capable d'accepter. Ou ça peut être politique aussi? C'est toujours politique. OK. Moi, je pose une question, si c'est possible. C'est vous que ça. À propos du Japon, Oui. il me semble que le cas du Japon est assez spécial. Il y a une grande population, il y a un territoire sans ressources naturelles, pratiquement. Ouais. Et il est devenu la deuxième puissance économique mondiale. Pour un géographe, il y a quelque chose. Le territoire, normalement, fait vivre la population, il y a des liens, comme vous le dites très bien. Là. Et là-bas, on est comme à faire abstraction du territoire. On a fait revenir toutes les matières premières qu'on voulait, on les a transformées, on les revend, on les revend. Hein? Il me semble qu'il n'y a pas beaucoup de territoires sur la Terre où un phénomène comme ça a pu se produire. Est-ce que je suis dans l'erreur ou pas? Le Japon, c'est sûr qu'il y a pas beaucoup de ressources naturelles, mais au moins, il va chercher des matières premières. Et là, il innove par rapport aux matières premières. Il a innové. Je ne sais pas, les autos japonaises, ils fabriquent à meilleur prix que d'autres. Donc, il a créé quelque chose dans sa tête. En tout cas, ça a été créé dans sa tête. Il a ajouté une valeur ajoutée. Sur le plan culturel, ouais, c'est ça. Scientifique. Mais si on compare avec le Québec, c'est intéressant parce que le Québec a beaucoup de ressources naturelles. Oui. Depuis le début de la colonie, c'est ça. Oui. On n'a pas beaucoup d'innovation technique pour les... Non, c'est les autres qui les ont. Mais ça, peut-être qu'on n'a pas tellement de choix, il n'y a pas de marché non plus. On n'est pas nombreux. On n'est pas nombreux, ça nous nuit énormément. On n'a pas 500 millions. Oui, c'est ça. De quoi, ils ont un bassin intérieur, un marché intérieur assez important. Ouais. Mais les échanges se sont toujours faits dans le monde. Tu sais, on remonte aux Grecs, puis il y en avait des échanges partout. Les Romains pouvaient dire presque de toute l'Europe. C'est notre pays, notre mer, la Méditerranée, c'est notre mer, puis notre territoire, ça couvrait très grand. Fait que, il y a toujours eu des échanges. Et Champlain n'est pas venu ici en Amérique du Nord pour ses beaux yeux, il est venu aussi pour échanger des matières premières. Il pensait d'aller aux Indes. Le commerce, c'est pour ça qu'on a retrouvé le blé d'Inde, puis les dindes, les patates. D'autres questions? Oui, allez-y. On peut dire que les premiers géographes étaient les marins qui se situaient selon les astres. Et ils ont, Razzano par exemple, a traversé la mer pour le roi de France et il a découvert, il a fait la carte géographique de la côte New York, qu'on appelle New York aujourd'hui. Alors, d'autres, Jacques Cartier a fait une description très intéressante qu'on peut lire aujourd'hui du Canada, de l'Est, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire? C'est d'abord par rapport aux astres qui se sont situés et puis ils ont continué à découvrir la Terre aussi. Ouais. C'est sûr, là, on a peut-être pour voyager en pleine mer, on a utilisé les astres. C'est plus l'astronomie à ce moment-là qui explique l'arrivée sur la côte. Mais les marins avaient sûrement leur personne pour cartographier les côtes. On a toujours fait, Cartier l'a fait, Champlain l'a fait. Oui. Puis même on l'a fait avant Champlain, avant Jacques Cartier aussi, parce que les Basques venaient sur la côte nord du Québec. Donc ils ont toujours eu Même les Indiens faisaient des cartes. Souvent, ils allaient soit sur le boulot, mais aussi sur le sable, là, quand ils expliquaient les trajets, ils faisaient des chemins, ils mentionnaient des rivières, etc. Il ne faut pas oublier que les premiers explorateurs français qui sont venus ici, leur cartographie dépend en grande partie des Amérindiens qui connaissaient bien le territoire.
Donc, c'est toujours... on a toujours eu nos géographes. Peut-être que nos géographes du début connaissaient plus de choses variées, mais peu approfondies. Pas tellement de connaissances approfondies, mais des connaissances assez larges. Moi, sur la question de la cartographie, je voudrais faire remarquer que dimanche soir, à l'émission Découverte, il y avait un reportage sur le Grand Nord et sur la navigation qui va maintenant commencer là, pour traverser vers l'Orient en posant par-dessus le pôle Nord. Et on disait que l'immense majorité de ce territoire-là n'est pas cartographié. On ne sait pas comment sont les fonds. Et il y a des bateaux qui pourraient se lancer à un moment donné, faire échouer là, parce qu'on ne connaît pas. Et on disait, là, il y a un travail énorme, et puis le Canada se fait pousser dans l'eau pour achever de cartographier le fond marin, qui n'est pas connu. Il y a un travail. Est-ce que cartographier le fond marin, ça fait partie de la géographie? Non. Plutôt les océanographes. Des océanographes. Ouais. C'est des graphes. Mais vous savez, il y en a un qui était de France qui s'appelle Jean Deshaies. Pareil que moi, c'est pas mon ancêtre. Mais il était appelé d'un professeur qui enseignait mathématiques, puis on lui a demandé de cartographier les fonds du Saint-Laurent. Je ne me rappelle plus en quelle année, peut-être en 1700 environ, il a fait la cartographie. Il devait mettre un poids au bout d'une corde, là, puis son dé, là, il a fait une cartographie qui a servi jusqu'en 1760. On l'appelait géographe, mais moi plutôt un cartographe. Cartographe des fonds marins. C'est une spécialité de la géographie. Oui, lui il est parti, il a développé aussi la première école d'océanographie à Québec. Ah bon. C'est Christian. Dans Le Petit Prince de Saint-Exupéry, Le Petit Prince, il rend visite à un géographe, puis il rend visite aussi à un explorateur. La manière dont c'est présenté, ben, le géographe est là assis derrière son bureau, puis attend que l'explorateur vienne lui faire son compte-rendu pour qu'il puisse dessiner les cartes. Que ma question, je voudrais savoir si aujourd'hui, est-ce que les géographes ont encore besoin d'explorateurs? Moi, je te dirais oui. Mais pour revenir au Petit Prince, lui, la description du Petit Prince, ça fait penser aux géographes vers 1500 ou 1600. Les explorateurs qui rentraient en Europe de leur voyage en Amérique, là, ils disaient aux gens, ils aidaient aux gens à cartographier le monde. La première fois que l'Amérique a été cartographiée, elle a été nommée. Mais elle a été nommée à Saint-Dié des Vosges, ça c'est en Lorraine, c'est le haut de la mer. C'était des géographes qui ont passé ou des explorateurs qui ont passé pour leur dire, bon, c'est fait à peu près comme ça. Là. Les cartes ne sont pas fameuses, mais c'est fait à peu près comme ça. Il y avait une carte que je n'ai pas emmenée, parce que là, je pouvais m'avancer. Il y avait une carte de la Nouvelle-France presque parfaite, là, en 1760. Là. Si vous prenez ça, là, vous regardez ça, vous aviez reconnu le Québec, il n'y a pas de doute, avec son fleuve, puis son golfe, puis vous aviez reconnu le Québec. Bon, là, je te dis oui pour les explorateurs. Bon, les explorateurs ont changé. En tout cas, si je me mets dans un pot dans la peau d'un géographe qui enseigne à l'université, il présente un projet de gouvernement pour explorer tel territoire. Puis là, il dit, moi j'ai besoin d'explorateurs. Il engage des étudiants, il engage ses meilleurs étudiants, il les envoie sur le terrain en leur préparant des questionnaires, etc. Ça s'est fait déjà aussi au 18e siècle, ça, ces affaires-là. Là. Il y a bien des explorateurs qui partaient avec un gros questionnaire au départ. Ou ça peut être un fonctionnaire qui engage du monde pour faire des explorations. J'ai participé à ça aussi, quand j'étais jeune. Oui? Vas-y. Ouais. D'après votre expérience, pouvez-vous définir qu'est-ce que ce serait? D'après votre expérience, pouvez-vous définir qu'est-ce que ce serait une géographie du futur, mettons, là, en 2050, 2100, il y aurait probablement la Lune qui serait découverte? Je ne peux pas définir la géographie du futur. Écoutez, l'évolution des tendances actuelles, vous pouvez peut-être extrapoler? Oui. Dès les années 70, il y a eu beaucoup d'activités pour prévoir un peu le futur. Le rapport Meadows, il y a une nouvelle édition de cet ouvrage. Pas une nouvelle édition, mais une révision de cet ouvrage-là. Pour savoir dans quelle année les ressources naturelles vont manquer
le pétrole, le cuivre, etc. Bon, on sait qu'il y a eu toujours des découvertes qui ont retardé la diminution définitive des ressources. Okay? Bon. Les études de prévision, c'est pas pour prévoir le futur, c'est pas pour connaître le futur qu'on fait ça. C'est pour mieux agir maintenant. Compte tenu des tendances qui s'en vont, il faut changer tout de suite aujourd'hui notre comportement pour que ça n'arrive pas. Comprenez? Si on prévoit que le pétrole va arrêter en 2050, alors il faut faire quelque chose. C'est ça le manque de prévision des gens. Les gens ne tiennent pas compte des prévisions. Parce s'ils tenaient compte de leurs prévisions, ils changeraient leur attitude, leur comportement tout de suite. Pour moi, il y aura une géographie du futur fiction, il y a une géographie du futur qui m'aide à agir dans le deux. C'est sûr, moi, je refuse la géographie du futur fiction. Ouais. Vous regardez le film très populaire, là, Avatar? Non, ben oui, j'ai vu. Géographie, c'est extraordinaire, en fait. Moi, je ne peux pas parler là-dessus. Je n'ai pas grand-chose à dire, c'est pour ça que je ne parle pas. Petite question, je suis en train de penser aux des problèmes qui vont s'en venir assez importants au point de vue de l'énergie. L'énergie, c'est pas quelque chose nécessairement qui est un produit humain, mais qui est en quantité limite dans un territoire donné. Pétrole, par exemple, qui est la seule énergie de masse qui fonctionne. Sauf, mettons, le nucléaire, mais encore là, ça dépend de certaines ressources du territoire. Est-ce que les géographes, présentement, sont en train d'analyser un peu les crises territoriales qui vont s'en venir par rapport aux problèmes énergétiques? Parce que d'ici peut-être 30 ans, 40 ans, on ne sera plus capable de nourrir la planète comme on le fait là. Donc, est-ce que... Oui, il y a des au point de vue humain, il y a des géographes qui étudient tous ces sujets-là. Moi, je ne suis pas spécialisé là-dedans. Moi, je dirais que peut-être le prochain ben, ça c'est mon opinion personnelle, les principaux problèmes du futur, là, serait plutôt l'eau. Moins l'énergie. L'énergie pour le transport, tout ça, là, on peut compenser, on peut revenir à des anciennes habitudes. Le cheval ou quoi? Non, mais oui, on peut revenir, peut-être pas au cheval, mais oui, on peut revenir au cheval, il n'y a rien d'empêche ça. Mais il faut que ce soit des économies beaucoup plus locales qui se développent. Mais d'abord, il y a des tendances qui se dessinent. On parle de produits locaux, puis même les vignobles, moi, je constate que c'est un investissement de la part des gens qui, s'il y a un problème, une crise alimentaire mondiale, les vignobles vont nous apporter des produits. Du vin, on ne peut pas se passer de boisson. Ils vont nous apporter des produits. Ça va se développer. Donc, il faudrait créer des sociétés beaucoup plus limitées en termes de nombre. Ça peut être, il y a un livre qui a été écrit dans les années 80, je ne me rappelle plus le titre. Alors, on parle toujours de mondialisation, mais ça, à un moment donné, ça va plafonner la mondialisation. Parce que je pense quantitativement, juste pour terminer, puis là, c'est... l'agriculture automatisée par le pétrole, c'est 600 fois ce qu'un être humain peut produire. Ça veut dire qu'il va falloir se débarrasser dans 30-40 ans de 599 personnes sur 600 pour être capable de faire survivre la Terre, dans le fond. Je veux dire, c'est des choses qui vont s'en venir. Est-ce que ça se discute ou c'est... Oui, ça se discute. Ça se discute. Oui, mais tu sais, on n'a pas beaucoup de contrôle là-dessus. Elle allait dire une chose, mais j'ai oublié. Ça m'a revenu pour te le dire. Madame, vous vouliez parler? Vous qui faites un jardin, est-ce que vous vous intéressez à la permaculture? Pardon? Est-ce que vous vous intéressez à la permaculture? Permaculture. Bon, ben là, Vous qui faites un jardin, vous avez... Oui, j'en fais. Ben, surtout avec mon épouse. Oui, parce que c'est un mode de production d'aliments qui reviennent à être aussi productifs que l'agriculture productrice. Ah oui, ça c'est certain. Il faut pas oublier que quand on compare, ça c'est une chose, quand on compare l'agriculture industrielle qu'on a ici dans les pays développés par rapport à l'agriculture dans les pays sous-développés, traditionnels, ouais. Il ne faut pas oublier que souvent,
pour produire la même quantité, nous, il faut investir